Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et ça continue encore et encore. Nous avons Trump qui met la pression au Canada, voire même qui continue vraiment à mettre la pression pour ensuite, 5 minutes après, non j'abuse un peu, quelques heures après, rappeler qu'il peut tout simplement baisser les tarifs et qu'il n'a aucun problème là-dessus. Bref, de la grosse instabilité, de la grosse indécision, il faut pas penser que c'est quelque chose qui n'est pas décidé, voulu, anticipé. Je pense que ça fait partie des négociations et la notion de deal, pur deal, qui met en place. Et donc forcément, nous on se prend des grosses claques. Et quand on regarde un petit peu un très vieux livre qu'il avait sorti, qui était L'art du deal, qui est d'ailleurs horrible à lire, mais qui nous apprend un petit peu plus sur le fonctionnement de Trump en lui-même, sur la façon dans laquelle il a l'habitude de faire des négociations, et on est totalement, en fait, dans ce type de négociation-là, avec beaucoup de surenchères pour arriver à beaucoup moins que ce que l'on a demandé. Le principe est le suivant, c'est de faire peur, montrer qu'on est capable de pouvoir passer à l'action pour donner de la légitimité aux actions, et globalement, négocier. On est exactement dans cette mise en place, on est dans une négociation qui est une négociation mondiale pour montrer que les USA ont une nouvelle place, en tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent et c'est ce qu'il est en train de mettre en place. Je pense qu'il y a d'autres enjeux qui sont derrière. Je vous ai fait une vidéo hier soir sur l'importance du financement de la dette de 70 000 milliards de dollars. C'est pas rien, et forcément, il va falloir faire bouger les taux à la baisse, et pour ça, il y a plusieurs moyens. Oui, il y a la Fed, mais pas que. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier soir, et si vous l'avez loupé, vous inquiétez pas, la fin de cette vidéo-là, de façon à ce que vous ne la loupiez pas. Bref, tout ça pour dire que malheureusement, on est quand même très tributaire du marché traditionnel, et le marché traditionnel est vraiment tributaire de ce qui se passe sur la macroéconomie générale en ce moment, avec des effets d'annonce à tout va, plusieurs fois par jour, aller, retour, bref, beaucoup d'instabilité, et c'est compliqué pour le Nasdaq et le S&P 500, et donc aussi pour nous. Nous aussi, parce que même si on a eu un retracement au niveau de BTC, on voit qu'on est toujours très bas dans la peur. Hier, on était à 15, l'extrême peur, et on voit que on est, ça y est, bien rentré dans l'extrême peur. Ça faisait longtemps, en tout cas sur indicateur de CoinMarketCap, et on a fait donc 15, 19 aujourd'hui, parce qu'on a eu une petite réaction du prix, mais on voit bien qu'il y a un abandon total, une majorité de personnes. Je vois bien aussi dans les commentaires des personnes qui me suivent depuis même 2022, qui sont soit repassés en BTC, soit en Ether, soit en stable, en attendant de voir ce qui est en train de se passer. Et justement, ça montre bien à quel point il y a un impact très fort sur le marché, sur l'action de Donald Trump, sur ce qui est en train de se mettre en place, sur la macroéconomie. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est anti-crypto, je pense que c'est une poussière parmi tant d'autres qu'il est en train de bouger, mais ça n'empêche que, là actuellement, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a de la peur. Mais pas que chez nous, mais sur l'ensemble des marchés traditionnels aussi. D'accord? Il faut le prendre en considération, ce n'est pas du tout quelque chose qui est pro-crypto, ou qui est vraiment uniquement crypto, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus généralisé, et qui est plutôt macroéconomique. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que je vais lancer une nouvelle chaîne qui va être concentrée sur la finance et l'économie, quelque chose que j'aime bien faire normalement dans l'hebdomadaire, passer en revue vraiment ce qui se passe sur la macroéconomie, l'impact que ça a pour tout le monde, l'impact que ça a directement pour le patrimoine des gens, pour la géopolitique aussi, parce que forcément tout est lié. Et je vais sortir une première émission dimanche, ce sera en commentaire en description, et oui, on ne parlera pas crypto, très peu, ce sera vraiment concentré sur les actions, sur la bourse, sur la finance, sur les bons au trésor, sur l'impact que ça a dans le monde réel. Bref, on va décrypter tout ça pour voir ce qui est clairement en train de se passer, et je vous donnerai tout simplement mes thèses qui sont plutôt macro-éco, et c'est sur cette chaîne-là uniquement, donc tous les dimanches. Si ça vous intéresse, c'est en commentaire en description, et on attaque notre analyse. Alors, pourquoi je vous dis, tout en intro, que Donald Trump fait un peu ce qu'il veut, et c'est exactement ça, parce que justement, il y a une confrontation très forte avec le Canada qui a lieu, avec l'Ontario qui dit qu'il va arrêter tout simplement de fournir de l'électricité aux USA, donc c'est une menace qui est très forte. Là-dessus, réaction directement de la Maison-Blanche, qui nous dit, qui met en garde le Canada, donc non, c'est pas tout, c'est vraiment le Canada, en disant, voilà, il y aura de graves conséquences. D'ailleurs, je note dans les commentaires une petite phrase en disant, c'est quoi la grave conséquence? Il deviendrait le 51e État. Bon, voilà, c'est une petite boutade, mais c'est vrai que là, il y a vraiment une augmentation des tensions, sauf que à la fin, on se retrouve sur Trump qui nous dit que globalement, oui, bon, il serait prêt à diminuer les tarifs au niveau du Canada, il n'y a pas de problème. Donc, on monte dans la surenchère pour ensuite redescendre.
Et c'est toujours en fait cette notion d'équilibre, et on voit qu'on est vraiment dans une forme de négociation avec des implications macroéconomiques énormes que l'on est en train d'avoir, et forcément on se fait détruire sur le Nasdaq et le S&P 500. Quand on regarde la bougie qu'on avait eue lundi à l'ouverture, ça a été vraiment impressionnant, et quand on regarde la typologie de bougie qu'on est en train d'avoir là, sur hier, on comprend bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On arrive dans des zones qui sont clés, au niveau des 19 000 points, il faudrait pas la casser. Si on la casse, ça sous-entend principalement qu'on va aller chercher ici cette zone-là, le break of structure majeur, et là, si on casse le break of structure majeur, c'est une autre histoire, là, ce sera beaucoup plus compliqué. Et même pour aller plus loin, idéalement, il va falloir reclaim, repasser au-dessus des 20 000 points pour retrouver une dynamique vraiment haussière, et ça peut prendre du temps. Encore une fois, on le voit bien, il y a des allers-retours, ça peut être remis sur la table du jour au lendemain, puis retiré le soir même, c'est quelque chose qu'il va falloir s'habituer, et là-dessus, je vais vous rassurer. Les marchés sont en train de pricer plusieurs choses. La notion de récession, parce que oui, tout le monde a peur du coup de cette récession, il y a un impact ici qui est énorme, on parle de moins 10%, donc moins 10% ça fait très mal, et c'est pour ça que le BTC et les actifs à risque sont en train de souffrir très fort, et donc du coup on retourne sur la peur qu'on a pu connaître en 2024 et en 2023, récession, dépression, d'accord? Ce sont des mots qui reviennent, et c'est ce qui est en train d'être pricé potentiellement par le marché, et le marché va devoir s'aligner par rapport à ça. Et ça demande des fois un petit peu de temps, et donc ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des pressions très fortes monétaires. L'autre point à prendre en considération, c'est qu'on a un dollar qui est en train de chuter, d'accord? L'indice dollar, qui est la représentation du dollar vers d'autres devises, et là on voit bien que c'est en train de chuter drastiquement. Ici, on retourne dans le canal que nous avions depuis 2023, janvier 2023, et oui, on est au milieu de canal, donc on va voir si ça tient ou pas, mais ça sous-entend principalement qu'il y a une pression très forte au niveau du dollar, et une inquiétude qui se fait au niveau du dollar, et ça, en temps normal, ça devrait être positif sur BTC, Bitcoin et les crypto-monnaies. Bon, clairement, je vous le cache pas, c'est pas le cas, parce que on a toujours le Nasdaq qui appuie très fort, et aujourd'hui, on a le CPI, l'IPC, donc l'inflation qui va être toujours très importante. On voit que c'est 14h30, je sais pas pourquoi c'est marqué 13h30, mais c'est 14h30 qui tombe chez nous normalement, et on va avoir forcément de la fluctuation. Et ce qui va être important, ça va être la réaction du marché américain. La réaction du marché américain va vraiment être ce qu'il va falloir surveiller. C'est-à-dire qu'on a déjà ici une peur qui se fait dans le marché traditionnel, donc forcément, si on a une mauvaise nouvelle, on va avoir quelque chose qui risque de chuter encore très fortement. Alors là-dessus, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi concrètement une mauvaise nouvelle du coup par rapport au CPI? Et c'est là où c'est un peu compliqué, parce que globalement, je pense vraiment que ce soit en dessous ou au-dessus, ça va pas forcément être bon, et même si on reste à l'identique et au prévisionnel, ça risque de pas être bon. Pourquoi? Alors là-dessus, ça va être, si je dois le faire très rapidement, il faut juste comprendre que là, qu'on monte ou qu'on descende, ça n'aura pas forcément d'implication au niveau de la Fed, et même s'il y a une implication, ce ne sera pas forcément la bonne, parce que si on a une baisse d'inflation, la Fed a déjà dit que normalement ils ne souhaitent pas diminuer leur taux d'intérêt, donc qu'il y ait une baisse d'inflation ou pas. Il faudrait qu'on ait vraiment une énorme baisse pour être sûr d'arriver dans les alentours des 2% pour forcer la Fed à le faire. Je pense pas qu'on arrivera là. Donc une petite baisse aura pas forcément d'impact. Une augmentation, même mineure, ça veut dire que justement on a un retour de l'inflation, et ce retour de l'inflation veut dire aussi qu'il n'y aura pas de baisse au niveau de la Fed. Même pour aller plus loin, si on a une baisse de l'inflation, ça veut dire aussi, ça pourrait même alimenter la notion de déflation. C'est-à-dire qu'on va passer en inflation négative, et ça c'est la pire des crises qu'on pourrait avoir. Donc forcément les gens vont commencer à psychoter autour de ça, et si on reste flat, bon bah ça veut dire qu'il ne se passera rien, et réaction plutôt négative. Bon, l'un dans l'autre, je pense que là-dessus le marché a un sentiment qui est très négatif, et peu importe le type de nouvelles qu'on va lui donner, je pense que ce ne sera pas suffisant de ce côté-là. Il va falloir juste surveiller vraiment l'écart que l'on aura. Il faudrait qu'on ait peut-être vraiment un mouvement suffisamment fort au niveau de l'inflation pour pouvoir dynamiser le cours à la hausse ou à la baisse, mais là pour moi ce n'est pas le cas, donc il va falloir juste serrer un petit peu les dents sur la journée qu'on va avoir et l'ouverture que l'on va avoir au niveau du marché. Au niveau de liquidation, assez peu de liquidation dessus, on a liquidé un petit peu de short, 229 millions, c'est pas grand chose par rapport au mouvement qu'on a pu faire, parce qu'on n'est même pas allé chercher sur BTC ici le gap CME, d'accord? C'est-à-dire qu'on a laissé le gap ouvert, on s'est rapproché, mais on a été rejeté par le gap CME, et malheureusement on n'est pas allé chercher ces zones-là. Alors là-dessus, ce qui va être intéressant, ça va être deux choses, deux réflexions que j'aimerais vous amener. La première, ça va être en dézoomant, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, en dézoomant, et en traçant une extension de Fibonacci en partant du plus bas jusqu'au plus haut,
qui est très importante, qui nous permet d'avoir des niveaux clés, les niveaux clés étant les 382 qui est le niveau de rebond en général d'une continuité haussière, donc qui est à 73 930 sur le CME, encore une fois, Chicago Mercantile Exchange. On n'oublie pas que c'est quand même des prix qui sont spécifiques, et ça correspond en plus au top ici du bull flag, ça correspond ici au top du retest avant d'avoir la cassure du bull flag que l'on a pu avoir, et c'est juste ici au-dessus des zones que l'on peut avoir sur l'ancien top, le niveau de minage à l'heure actuelle, et on a tout l'imbalance qui se trouve là. Bref, on a ici un objectif qui est quand même très fort, qui devrait servir vraiment de zone de support. Là-dessus, on devrait avoir un gros rebond fort. Si ce n'est pas le cas, ça sous-entend que sur le Nasdaq et le S&P 500, on sera encore en train de s'écrouler. Mais si vous avez bien écouté ce que j'ai dit au début, normalement sur le Nasdaq, on devrait être dans une zone, on devrait pas tarder plutôt être dans une zone de support très forte où on devrait avoir un rebond pour pouvoir regagner les 20 000. Là-dessus, ce serait suffisant pour réavoir une réaccélération si jamais on continue à suivre le S&P 500 à la hausse. Ça, c'est très important. On a déjà vu qu'on était corrélé beaucoup à la baisse, beaucoup moins à la hausse, et donc ça va être très important de voir la réaction de BTC. Après, encore une fois, on a déjà vu des réactions très fortes de Bitcoin qui étaient à l'inverse de Nasdaq, notamment quand on a une crise de confiance dans le système bancaire, on l'a bien vu avec SVB par exemple, ou lorsqu'il y a eu la chute de SVB, vraiment grosse crise et peur très forte au niveau du domaine bancaire, tout le monde s'est rué sur Bitcoin et on a eu une hyper accélération à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier niveau qui va être super important. Le deuxième, ça va être une comparaison avec ce qu'on a déjà connu historiquement. Alors là, hop, tac, on va se remettre les moyennes, les EMA, pour pouvoir regarder. Vous allez voir que là, on a globalement la 200, et on voit exactement ce qui s'est passé un petit peu dans la zone de bull flag, qui était beaucoup moins agressif, parce qu'il n'y avait pas aussi tout ce qui se passait en termes de macroéconomie. Donc là, il y a une grosse différence dans les deux, c'est la notion de macroéconomie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on a eu déjà plusieurs cassures, plusieurs retests qui ont eu lieu, avant d'avoir une contraction des EMA. C'est ce qui est en train d'avoir lieu ici, on le voit bien, la contraction qui est en train de se faire ici et ici. Ça sous-entend principalement qu'on devrait se rediriger dans un setup de ce style-là, avec ici une contraction au niveau du cours aussi pour réaccélérer. Par contre, on risque d'aller chercher un petit peu plus bas, encore une fois, et peut-être même passer en dessous de la 200. Et si on regarde en fait l'écart de cette mèche-là qui a eu lieu par exemple le 5 août, ça sous-entendrait que ce serait une mèche qui irait chercher ici le rebond, la liquidité qui se trouve là. Oui, parce qu'il y a de la liquidité, encore une fois à court terme, on voit bien qu'on a tapé une partie de la liquidité, on a fermé le gap CME baissier, oui, c'est bon, mais maintenant il faut aller chercher plus que ça. Et chercher plus que ça veut dire chercher le reste de la liquidité, 75 000, et on voit qu'on a beaucoup de liquidité qui se construit ici. Donc ça veut dire qu'en effet, il y a encore un intérêt à aller chercher. Tant qu'il y aura du long, on aura beaucoup d'intérêt à aller chercher. Et on a du short qui se construit, ça c'est positif, ça veut dire qu'on aura à un moment donné la possibilité de faire du short squeeze. Mais pour ça, il faut avoir une nouvelle, il faut avoir un momentum fort pour pouvoir aller chercher. Là, malheureusement, on ne le construit pas, surtout sur la macroéconomie, encore une fois, d'accord, on est très très dépendant de la macroéconomie à l'heure actuelle, donc il va falloir surveiller de près ça. D'autres points à prendre en considération, c'est qu'on a un niveau très important ici, qui est les 80 100. Ce niveau-là, faut qu'il tienne. S'il tient, ça sous-entend qu'on va aller chercher la liquidité qui se trouve là, d'accord. Et avant d'aller peut-être chercher plus bas, mais pour moi, je pense qu'on va atteindre l'ouverture du marché américain pour vraiment avoir le gros mouvement. Il y a une probabilité de ne rien faire jusque-là, voire potentiellement d'avoir ici une petite recherche avant d'aller chercher en haut, et ensuite faire une continuité baissière. Là, malheureusement, on n'a rien pour pouvoir pousser très fort. La seule chose qui pourrait nous dynamiser à la hausse très fortement, ce ne sont plus des nouvelles liées à Donald Trump, liées aux USA. Non, ce sont des nouvelles macroéconomiques avec derrière le Nasdaq qui pousse, qui reprend son envol. Là, on aura à ce moment-là quelque chose qui reprendra du poil de la bête. Et à savoir que pour réavoir des injections de liquidité de fonds de pension ou d'institutionnels, il va falloir qu'on ait à côté une gestion du risque qui se simplifie, qui respire, et cette simplification de gestion du risque entraînera le retour des capitaux sur les actifs à risque, comme par exemple Bitcoin, les crypto-monnaies, et même pour aller plus loin, les actions, etc., etc. D'accord? On sera vraiment dans ces démarches-là, avec une réaccélération haussière, ce qui va être plutôt positif. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de me rejoindre dans la communauté privée gratuite. Vous avez l'information, de la formation, la possibilité de discuter avec d'autres investisseurs comme vous, et vous avez notamment les replays des masterclass que j'effectue. Ça en commentaire en description, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et on va terminer sur la dominance, qui est pour moi un très bon indicateur de ce qui est en train de se passer actuellement. On a une crise de confiance, cette crise de confiance se ressent sur la macroéconomie, mais aussi sur les crypto-monnaies, et donc ça veut dire qu'on a une augmentation douce
est lente de la dominance, mais elle est bien présente, on la voit à l'heure actuelle, c'est sous une forme de consolidation, mais ça ne m'étonnerait pas d'avoir une dominance qui remonte tranquillement jusqu'à 64%, voire même peut-être plus, parce que là actuellement, il y a une grosse peur au niveau du marché, donc ce qui se passe, c'est pareil, gestion du risque, on retire les petits actifs, on se dirige majoritairement sur BTC ou les stablecoins, et donc ça veut dire que là, on est en train de structurer autour de BTC. Grosse dominance de Bitcoin veut dire aussi restructuration du cours, et cette restructuration du cours, elle est plutôt bénéfique. Ça veut dire aussi qu'on reconcentre les liquidités sur les actifs principaux, et si BTC pousse, il y a de grandes chances que le marché redémarre. Donc il est intéressant d'avoir justement une dominance qui monte dans ces moments-là, et pas une dominance qui baisse. Le fait d'avoir une dominance qui baisse montre qu'on a une dilution des actifs. Là, ce qu'on veut, c'est avoir une dominance qui monte, même quand on a une accélération haussière. D'accord? C'est très important. Il faut que la dominance continue soit à rester, à garder ce niveau-là, soit à continuer à monter. Alors, c'est pas forcément positif pour les altcoins, oui, mais par contre, la réalité, c'est que c'est positif pour l'ensemble des cryptos, et c'est positif long terme. Et c'est là où il faut prendre en considération qu'on est en mode défensif. Actuellement, on est sous pression avec le Nasdaq et la macroéconomie, et c'est ce que l'on est en train de subir actuellement. Pour moi, je reste toujours bull. Je considère qu'on est toujours en attente de gros niveaux. On est dans une correction qui est plutôt classique, comme on pourrait avoir l'habitude de le voir. Hop, si je nettoie un petit peu tout ce que j'ai fait et que je retire, hop, les EMA, vous allez vite voir qu'on est dans des niveaux qui sont somme toute plutôt classiques par rapport à ce qu'on a déjà eu en termes de retracement, d'accord? On est dans les alentours de moins 30%. Historiquement, on est plus dans les alentours de moins 35, moins 36. Et pour moi, on est dans cette dynamique-là. Et il faut justement être capable de pouvoir encaisser, et continuer à encaisser, gérer son risque en fonction de ça, avec principalement la gestion de son exposition. Et je terminerai par vous dire que oui, je sais, c'est compliqué, c'est dur. Justement, c'est les crypto-monnaies. On a toujours des retracements de ce style-là. Ça fait très mal, il faut être capable de les encaisser. Et c'est ce qui rend justement cet actif si compliqué à gérer. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.